Pourquoi et comment une famille d'origine hongroise, résidant en Roumanie, se destinant à émigrer aux États-Unis, finit par échouer sur les rivages portelois et s'y intégrer avec succès. Avant de satisfaire votre curiosité, il nous faut vous exposer le domaine géopolitique dans lequel évoluait la famille Kméty au sortir de la Grande Guerre 1914-1918. Le 8 février 1867, l'Empire autrichien cède la place à une double monarchie austro-hongroise. Le nouvel État, appelé Autriche-Hongrie, se présente comme l'union de deux pays indépendants, simplement unis par l'allégeance à un même souverain. Sa création est l'aboutissement d'une longue histoire qui a permis à une famille issue du modeste château des Habsbourg, en Suisse, de dominer toute l'Europe centrale grâce à de fructueuses alliances matrimoniales. Elle va bénéficier, pendant près de 50 ans, d'un immense rayonnement culturel. C'est l'Autriche-Hongrie qui, en déclarant la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914, a enclenché le processus menant à la guerre mondiale. Jusqu'à l'été 1918, grâce à l'appui allemand et à l'effondrement russe, le pays tient tant bien que mal. Mais du moins, les peuples restent fidèles à la couronne. Les deux pays sont à bout de force, ravagés par le marasme économique issu de la guerre. Dans un premier temps, par le traité de Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, les Alliés règlent le sort de l'Autriche alors que la délégation autrichienne est exclue des négociations. 9 mois plus tard, c'est au tour de la Hongrie de devoir rendre des comptes. La résidence des Kméty s'opérant en Hongrie, développons un peu plus la position de ce pays. 2 juin 1920, signature du traité de Trianon à Versailles. À cette date, les vainqueurs de la Grande Guerre signent au Grand Trianon de Versailles un traité de paix avec la Hongrie. Il consacre la fin de l'Autriche-Hongrie, au sein de laquelle la Hongrie jouissait d'une quasi-indépendance. Le nouvel État est amputé des 2/3 de son territoire et 3 millions de Hongrois se retrouvent à l'extérieur de leurs frontières, dont la plus grande partie en Roumanie. C'est ainsi que la ville de Nădlac, berceau de la famille Kméty, passe de la Hongrie à la Roumanie. Jean Kméty, considérant comme une occupation impérialiste l'extension de l'État roumain, et devant l'instabilité politique et les escarmouches hongro-roumaines, il décide de protéger sa famille en quittant cette région insécuritaire. Le projet sera de quitter la Roumanie pour rejoindre les États-Unis. Jean Kméty, né en 1895 à Nădlac, petite commune de Hongrie, située à 50 km d'Arad, chef-lieu de canton. Il est âgé de 19 ans quand il est enrôlé au sein de l'Alliance avec l'Allemagne lorsque se déclare la Première Guerre mondiale. En 1915, il participe à la bataille des Carpates, opposant les armées impériales austro-hongroises et allemandes à l'armée impériale russe. C'est au cours de cet affrontement qu'il sera blessé à une oreille et écopera d'une balafre sur la joue gauche. C'est également au cours de cette guerre que va périr de ses blessures son frère Stéphane. De retour de la guerre, il épouse une jeune fille originaire comme lui de Nădlac, Maria Menidja. De cette union va naître un fils prénommé Jean. L'atmosphère était tendue sur le quai de la gare en ce jour de janvier 1921. Pourtant, la décision de quitter le pays
ne s'était pas faite sans l'assurance que tout se passerait bien. Écoutons à ce sujet ce que disait Jean Kmety. De Arad, le train nous amène à Zagreb, puis l'on rejoint Milan, Lyon, puis Paris et Boulogne. On traverse la Manche pour l'Angleterre et on atteint Southampton. De là, on prend le transatlantique pour New York, que l'on atteint 4 jours plus tard. Arrivé aux États-Unis, passé des contrôles incontournables d'Ellis Island, nous sommes attendus à Akron par des cousins déjà installés dans l'État d'Ohio. Là-bas, je suis assuré d'avoir un emploi à l'usine de pneumatiques Goodrich. Et il ne nous reste plus qu'à nous fondre dans le milieu populaire d'Akron et de sa région. Hélas, tout ne se déroulera pas comme prévu. Jean Kmety avait confié l'argent des billets pour l'Amérique à un cousin qui faisait partie du voyage, afin qu'il lui procure les précieux titres. Non seulement il ne s'acquitta pas de cette tâche, mais Jean ne revit jamais les fonds du mandat. En outre, Maria Kmety, proche de la date d'accouchement, la traversée vers les États-Unis relevait dorénavant de l'aventure. Et c'est ainsi que la famille s'installa, presque contrainte et forcée, à Boulogne-sur-Mer. Jean, pour subvenir aux besoins familiaux, exerce alors différents métiers, allant même jusqu'à travailler dans les carrières de Dan Camier. Par la suite, il put reprendre son métier de tailleur chez Bloch et Quegnaud à Boulogne. Entre-temps vont naître William, Henriette et Marie-Louise, cette fratrie s'ajoutant à Jean, né précédemment en Roumanie. Le séjour à Boulogne s'étala durant 4 années, jusqu'en 1925. William et Marie-Louise, de santé fragile, il fut conseillé au père de déménager sur Le Portel, à l'époque commune moins polluée que Boulogne. La famille s'installe donc au Portel, rue de la Marine, au 3e étage de l'immeuble Félix Potin. Il se trouve que ce bâtiment accole celui de la famille Descamps-le-Prêtre, dont une des enfants, Adolphine, travaille chez M. Kmety en qualité de culottière et deviendra celle qui, plus tard, sera ma mère. Un événement dramatique va marquer l'année 1928. Le décès de Maria, la mère de famille. De nos jours, la tombe de Maria est toujours visible et entretenue au cimetière du Portel. La santé des enfants ne s'étant guère améliorée, ils sont dirigés vers le préventorium de Valloire, dans la Somme, et soignés durant 4 années. Jean Kmety déménage en 1929 pour le 79, rue du Maréchal Foch, près de la plage. À écouter Marie-Louise, la plus jeune des enfants, ce furent là les années les plus heureuses de sa vie. Dans l'attente d'une naturalisation espérée, Jean Kmety s'est mis en devoir de vivre comme un porte-loi. D'obédience protestante et de théologie luthérienne, la famille se convertit au catholicisme. Les garçons rejoignent l'école des jésuites, ces garçons qui rallieront, en 1936, la musicale porteloise, Jean au clairon et William à la trompette. Déjà, avant la guerre 1939-45, une loi imposait aux étrangers de faire constater leur présence sur le sol français. Ainsi, chaque samedi, les membres de la famille se présentaient devant le maire de la commune, attestant par là même de leur situation permanente. Il va sans dire que ces contrôles créaient un fort sentiment de honte au sein du foyer. Mais c'était le prix à payer pour rester porte-loi. Rue du Maréchal Foch, Jean Kmety, tout en conservant son atelier de tailleur au 1er étage, ouvre un magasin de vêtements qui, durant la guerre, deviendra café-restaurant. Marie-Louise, vous êtes la cadette de la fratrie. En 1938, vous avez 14 ans. Quels souvenirs d'adolescente conservez-vous de Le Portel ? Par exemple, parlez-nous de M. Barbeau de la musicale porteloise et quels étaient vos rapports avec lui ? Monsieur Barbeau
Barbeau était mon professeur de français. Nous y allions tous les quatre, mes deux frères et ma sœur, et nous rentrions justement du Portel, et je n'avais jamais vu un homme avec une barbe, et j'avais peur de lui. Mon frère William essayait de m'expliquer car il était très bon dans la musique, mais je ne voulais plus aller voir le professeur de musique, alors j'ai abandonné à mon grand regret. Qu'évoque pour vous le nom d'André le Duc? Monsieur le Duc était le boucher à côté du magasin de mon père. J'y allais souvent pour acheter de la viande pour mon chat. Son épouse était très belle et quand elle a eu un bébé, j'étais toujours chez eux. Ils étaient tellement gentils. Monsieur le Duc avait une voix d'opéra. Il chantait dans son grenier et quand je l'entendais, je montais dans mon grenier pour l'écouter. Il ne voulait pas faire de bruit pour ennuyer les voisins. C'était mes meilleurs amis et pendant la guerre, André le Duc a été prisonnier. Je suis restée amie avec sa femme jusqu'en 1943. Je ne l'ai jamais revue. Et de Monsieur Cellier, l'adjoint au maire? La famille Cellier avait un magasin en face de chez nous avec des produits aussi bons que chez Félix Potin. Ça sentait bon le café dans le magasin et quand le beurre venait de Normandie, c'était des grandes mottes. Il était décoré de fleurs, c'était magnifique. J'étais toujours la première pour aller chercher une portion de beurre. Madame Cellier et sa fille tricotaient le soir avec une lampe à pétrole et souvent j'allais m'asseoir une demi-heure chez elles. Elles étaient très gentilles, elles tricotaient des chaussettes. Monsieur Cellier était conseiller municipal, donc je ne le voyais pas souvent. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a montré le drapeau français croisé sur sa poitrine. Et je crois qu'il allait rendre les clés de la ville aux autorités allemandes. Je ne l'ai jamais revu. Le magasin est devenu un café où ma copine Louise le prêtre y travaillait. D'autres souvenirs encore? La plage était mon endroit le plus préféré. Les jeux l'été, avec les concours de châteaux de sable, j'allais chercher des crevettes le matin à 6 heures, quand tout le monde dormait chez moi. Et j'en rapportais beaucoup et maman était fière de les faire cuire à midi. La cueillette des moules sur le fond de l'Eure était fantastique. Les glaces à la pistache vendues sur la plage, j'en mangeais tellement que je m'en suis rendue malade. J'allais à la pêche la nuit sur la dite canot avec mon frère Jean-Pierre, avec un fanal, et nous pêchions des morues. On en ramenait 2 paniers et je n'ai jamais mangé de poisson si bon de ma vie. Si vous le voulez, parlez-nous de votre rencontre avec Ernst Hartmann. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? J'ai rencontré Ernst au cinéma. La seule fois que nous avions le droit d'aller au cinéma avec les Allemands. Naturellement, c'était un film de propagande. Ernst était assis sur l'allée et moi de l'autre côté de l'allée. Il n'arrêtait pas de me regarder et quand je suis sortie, il m'attendait et m'a demandé où j'habitais. Alors je lui ai dit que nous tenions un café et il venait nous voir jusqu'au bombardement. Quelle fonction exerçait-il au sein de l'armée allemande? Ernst était dans la marine allemande. Il était stationné au Mont Coupe. Après, il a été stationné à Vibreux et s'occupait d'un canon de 88 mm. De cette relation va naître un petit garçon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? La première relation, je fus enceinte. Quand maman m'a emmenée à l'hôpital, le docteur m'a dit que j'étais enceinte de 2 mois. Mon père m'a traité de tous les noms et m'a fait enfermer à Saint-Paul-sur-Ternoise où les mamans abandonnaient leur bébé. 1 mois après la naissance de Pierrot, maman est venue me chercher. Je suis donc rentrée au Portel. Mon
père ne m'a rien dit. Je m'occupais du café-restaurant et au premier étage, le salon de tailleur. Et j'étais vraiment heureuse avec mon bébé et mes parents. Le bombardement du mois de septembre a détruit ma vie, mon paradis, le Portel. Et comment cette naissance a-t-elle été acceptée par la communauté porteloise? La population de Portel ne m'a jamais fait de remarques. Quand je promenais mon bébé dans le landau, les gens qui voulaient voir l'aimaient tous. Donc je ne sais pas ce que les gens pensaient, mais je suis certaine que la population n'était pas hostile avec moi. Je n'ai jamais eu honte de sortir avec mon bébé. Pour les non-initiés à l'histoire du Portel, suit un court exposé du bombardement des 8 et 9 septembre 1943. Opération exécutée par l'aviation alliée, nom de code, Opération Starkey. L'opération Starkey, c'est The Raid That Never Was, le débarquement qui n'a jamais existé. C'est l'histoire d'une tromperie destinée à semer la confusion chez l'ennemi en lui faisant croire quelque chose qui n'existera pas. Le débarquement des troupes alliées sur les côtes du Boulonnais. Le bombardement systématique de cibles sélectionnées et une armada d'invasion de navires vides en furent les éléments clés. Dans cette perspective, les 8 et 9 septembre 1943, les bombardements planifiés pour anéantir les installations ennemies sur le territoire du Portel détruisirent 94% des habitations et firent plus de 500 victimes, avec 5000 points de chute de bombes. De plus, l'opération Starkey n'eut pas sur le plan stratégique les résultats escomptés. En septembre 1944, les armées alliées traversèrent notre cité sans libérer de population, car de la ville, rasée, ses habitants avaient fui, furent évacués et dispersés. À la Libération, en 1945, le général de Gaulle, en visite dans notre commune, lui décerna la Croix de guerre avec étoile d'argent pour son sacrifice. Au cours du bombardement, le 9 septembre au matin, Marie-Louise est gravement blessée. Transportée d'urgence à Boulogne, compte tenu de la gravité des blessures, elle est dirigée vers Arras. Elle y restera hospitalisée durant 5 mois, recevant même les derniers sacrements. Pendant ce temps, ses parents ont été évacués sur Arras, puis rejoignent Crugny dans la Marne, à l'ouest de Reims. Guérie, c'est là que Marie-Louise y retrouvera les siens. Quelque temps plus tard, la famille s'établira définitivement à Fismes, à côté de Crugny. Ayant retrouvé une stabilité familiale et économique, un vote à la majorité des membres du foyer décidera de ne pas envisager un retour sur le Portel. Marie-Louise regrettera amèrement cette décision. C'est ainsi que s'est achevé l'épisode portelois de la famille Kméty de 1925 à 1943. En 1958, Marie-Louise ira s'établir au Canada, où elle réside encore à ce jour.